Notre dernière conférence avant le panel sera donnée par Royal Khalife de l'hôpital d'Ottawa et Jerry Tuttle de l'hôpital St. Michael's. Ils vont parler des accès aux thérapies géniques pour l'hémophilie. Les centres de traitement sont-ils prêts? Merci. Très heureux d'être ici aujourd'hui et de présenter avec le docteur Title. Je pense que les présentateurs précédents savaient de quoi on allait parler. Donc, on verra ce qui se passe avec nous. On a dit tout à l'heure qu'on a oublié d'ajouter une diapo sur nos divulgations. On a tous quelques conflits dans nos vies, n'est-ce pas? Mais je vais vous épargner ça. Donc, les objectifs aujourd'hui, décrire les modèles de soins recommandés pour la thérapie génique, décrire les considérations logistiques et de faisabilité de la mise en place de thérapies géniques et passer en revue les processus d'administration et de surveillance des thérapies géniques. On a dit que la thérapie génique était une cure potentielle de l'hémophilie et on a vu des expressions à long terme de facteurs 8 et 9, mais on a besoin d'études à plus long terme pour mieux comprendre ce qui se passe par la suite. Mais on a vu récemment l'homologation aux États-Unis et en Europe de différentes thérapies géniques. Est-ce qu'il serait possible que ça se produise au Canada dans les 5 prochaines années? Le docteur Lillycrop reviendra peut-être en 2025 et nous dira, ça y est, on l'a, je vous l'avais dit. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire que le Canada est un très grand pays d'un océan à l'autre jusqu'au nord et il faut tenir cela en compte dans nos centres de traitement de l'hémophilie. Et ce sera complexe. Ce n'est pas tous les centres qui pourront offrir la thérapie génique, mais comment nous assurer qu'il y a une approche équitable pour tous les patients au Canada? On veut qu'ils aient tous accès à la thérapie génique. Les travaux importants se font généralement avant, mais aussi après l'administration de la thérapie génique. Il faut identifier, sélectionner les patients. Il y a certains conférenciers qui ont parlé de ça, mais par la suite, il faut faire les suivis pour les fins de sûreté et d'efficacité. Il faut aussi s'attarder aux besoins, aux perceptions quant aux options de traitement. 2 personnes hémophiles nous ont parlé des raisons pour lesquelles ils ont choisi ou pas choisi la thérapie génique. Il faut considérer cela. Il y a des critères d'admissibilité très stricts, on y reviendra un peu plus tard, mais aussi le domaine a changé. Il y a beaucoup de nouvelles thérapies. Tout cela évolue. Donc, comment prendre une décision quant à la thérapie de choix? Ce qui est mieux pour une personne ne sera pas nécessairement mieux pour une autre. Donc, on doit avoir ces discussions pour prendre nos décisions en fonction des préférences de chaque patient. Le processus d'administration est plus simple. J'ai pas trouvé de quelqu'un qui reçoit sa thérapie génique assis. Je suis content que Luc ait montré cette photo où il était assis. Je peux vous promettre que vous aurez une chaise, un fauteuil ou une civière. Et il s'agit d'une perfusion intraveineuse et il y a sans doute effectivement beaucoup de gens qui vont vous observer ce jour-là. Et justement, ah, le docteur Yorio montre cette salle vraiment comble. Alors, je ne vais pas m'attarder sur les autres éléments de cette diapo, on y reviendra plus tard. Alors, ce qui se passe après, la surveillance, bien sûr, court terme, long terme. Au moment de la perfusion, il peut y avoir des risques de réaction à la perfusion. Donc, on a besoin de protocoles pour gérer ces risques. Et puis, le côté efficacité. S'il y a des événements de saignement, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le niveau d'activité des facteurs? Quand est-ce qu'on peut mettre fin aux thérapies hémostatiques et puis la durabilité de l'expression. Donc, il y aura beaucoup de prises de sang, beaucoup de traitements dans les centres de traitement et on ne vous laissera pas vous en sortir aussi facilement que vous pourriez le penser. Du côté de la sûreté,
On a parlé de toxicité hépatique, le fait de prendre des stéroïdes, combien de temps est-ce que vous devez prendre des stéroïdes, si c'est nécessaire, quels sont les effets secondaires, les autres médicaments d'immunosuppression qui peuvent être administrés. Votre système immunitaire sera impacté, donc il y aura une réponse immunitaire à la thérapie génique. Qu'est-ce que ça va vouloir dire pour vous, pour votre système immunitaire? Quand on voit les activités des facteurs qui montent à 200, donc on se préoccupe des caillots. Mais au-delà de ça, apparemment, d'après ce que je sais, il n'y a pas eu de cas de thrombose ou de caillots non désirables. Ensuite, pour les événements indésirables, il y a des études sur des animaux qui ont démontré qu'il n'y a pas eu d'événements neurologiques par rapport à l'imprégnation vectorielle, mais il faut quand même considérer la génotoxicité comme on y a fait allusion un peu plus tôt aujourd'hui. Alors, il faut développer nos capacités si on veut ces thérapies au Canada. Il faut faire ça dès maintenant. David, ce matin, a parlé de emicizumab. Ça a pris 12, 18, 24 mois avant qu'on y ait accès dans nos cliniques. Du côté de l'oncologie, les récepteurs de cellules T pour les gens qui vivent avec la leucémie ou des lymphomes agressifs, ça a pris beaucoup de temps avant de pouvoir avoir cette thérapie au Canada. Donc, il faut commencer le processus dès maintenant. Il faut donner beaucoup d'éducation aux patients, mais aussi aux cliniciens, aux laboratoires, aux pharmacies. Il faut que le centre de traitement ait les exigences de biosécurité pour pouvoir stocker toutes les thérapies géniques. Ce n'est pas tous les centres qui auront ça. Et s'ils ne les ont pas, qu'est-ce qu'on fait? Comment coordonner les soins entre les centres de traitement parce qu'on veut s'assurer que tous les patients aient un accès équitable aux thérapies géniques. On veut aussi s'assurer d'apprendre, de tirer des leçons de ces expériences. Donc, les RCTC auront un rôle important à jouer de ce point de vue-là. Avec l'emicizumab et d'autres types de thérapies de cellules T, il y a une question d'offre et de demande qui peut avoir un rôle à jouer. Donc, s'il y a beaucoup de patients et pas assez de produits fabriqués, comment on va faire? Comment est-ce qu'on décidera qui reçoit la thérapie tout de suite et qui devra attendre? L'un des modèles de soins qui a été décrit et recommandé, spécifiquement en Europe, c'est ce modèle en étoile. Donc, au centre, vous avez le centre qui administre la thérapie génique et les autres sont les centres de référence qui sont autour du centre au milieu de l'étoile. C'est un modèle de collaboration quant aux soins, mais il faut créer des partenariats entre les centres de traitement d'hémophilie si on veut aller de l'avant avec un tel modèle. Maintenant, comment faire la répartition du travail? Ce modèle est peut-être simple. Pour l'administration de la thérapie génique, le centre au milieu va identifier les patients qui recevront ces thérapies, qui pourront retourner ensuite dans les autres centres. Il y aura peut-être des chevauchements. Et il y aura différents moments dans le temps où on devra gérer tout ça et les deux centres pour le patient devront gérer leur rôle, surveillance à court terme, gestion des registres, des données. Comment est-ce que ça va se faire en situation réelle? Et maintenant, je vais céder la parole au Dr. Title. Merci. Roy, je vais reprendre par rapport à cette illustration du modèle en étoile. Est-ce que ce modèle est le bon modèle pour le Canada? Alors, tout d'abord, cette désignation pourrait impliquer qu'il y a des degrés variables d'expertise dans les centres de traitement de l'hémophilie. Comme vous le savez, on n'a pas de sous-classification des centres de traitement au Canada. On présume que chaque centre doit pouvoir offrir des soins à la fine pointe de la technologie à tous les patients. Par le passé, il n'a jamais été nécessaire d'avoir un modèle en étoile avec les nouvelles technologies, avec toutes les nouvelles générations de concentrats, de concentrés, de facteurs. On accepte nos responsabilités. C'est à nous d'apprendre comment utiliser ces technologies et on s'entraide, bien sûr, à cet égard.
et on a des liens excellents par rapport à la consultation, la collaboration. C'est tout à fait à la hauteur dans le pays avec des tests spécialisés et dans les cas difficiles ou rares, on collabore. On a des exemples de laboratoires de référence régionaux ou nationaux. Par exemple, le laboratoire de tests que David a mis sur pied à l'Université Queen's, mais on devra avoir des approches de collaboration pour la perfusion et la détection des anticorps AAV5. Et je veux insister sur ces points. Alfonso a commencé à en parler pendant sa présentation. En fait, on a une très belle collaboration avec nos amis de l'Université McMaster, avec Alfonso et Dr. Matino, parce que on a des essais cliniques à notre centre, mais on ne fait pas de perfusion. Notre pharmacie de recherche n'est pas équipée pour le faire. Donc, il faut faire appel à nos collègues. On se rend à Hamilton pour la perfusion, le patient rentre chez lui, puis on continue à s'occuper de lui. Ça, c'est pour les essais cliniques. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec les produits commerciaux? Est-ce que les pharmacies, dans tous les centres de traitement, pourront ou voudront perfuser les vecteurs de thérapie génique? Je vous ai montré des extraits des thérapies géniques. Tout d'abord, celui du FDA. Et ça dit préparer le produit à l'aide de techniques stériles dans des conditions aseptiques avec de bons contrôles d'ingénierie et en fonction des politiques institutionnelles. Si je montrais ça à mon pharmacien, il dira, très bien, on peut faire ça. Et l'extrait en bas vient de EMA. Pendant la préparation, l'administration et l'élimination, l'équipement de protection individuelle doit être porté. Donc, vous devez porter tout cet équipement et vous assurer que vous vous débarrassez de cet équipement de la bonne façon. Ça n'a pas l'air trop difficile. Les essais cliniques sont différents de nombreux regards, incluant ceux sur ces produits commerciaux. Maintenant, qu'en est-il des anticorps neutralisants anti-AAV? David a commencé à en parler. Là encore, ça vient du produit Ingenic facteur 9. Les thérapies géniques basées sur les vecteurs AAV, dans ces thérapies, les anticorps anti-AAV neutralisants préexistants pourraient gêner l'expression transgénique à des niveaux thérapeutiques désirés. En fait, dans l'étude, il y avait des patients qui avaient ces anticorps neutralisants et il y avait un patient qui avait le plus haut titre, n'avait pas une bonne réponse, mais les autres patients ont bien répondu. Cela suggère que peut-être on n'aura pas besoin de mesurer les anticorps neutralisants pour les patients participants. D'autre part, le produit Roctarian, donc la citation en bas, dit que c'est indiqué pour les patients qui n'ont pas d'inhibiteur et qui n'ont pas d'anticorps détectables pour AAV5. Donc, pour ce produit, il semble qu'on aura besoin de détecter ou de dépister les patients en ce qui a trait aux anticorps neutralisants. Qu'en est-il des limites maintenant? La thérapie génique avec AAV médiation, donc est-ce que c'est une cure définitive ou une technologie intermédiaire? On en est à la première génération de la thérapie génique. À gauche, vous voyez un tableau qui vient de... Bon, malheureusement, j'ai mal appelé le nom de Johnny Malangu. 2 documents publiés dans le même numéro de The New England Journal of Medicine plus tôt cette année. À gauche, vous avez le facteur 8 avec les niveaux au fil du temps. David vous a déjà présenté ces données. Et en bleu clair, vous avez l'extrapolation. Et l'extrapolation prévoit que le facteur chromogène médian sera de 5,7 jusqu'à la 5e année. Donc, pour beaucoup de patients, si on extrapolait encore davantage, cela ne serait pas la cure définitive pour l'hémophilie A. D'autre part, et vous avez déjà vu ça cet après-midi un peu plus tôt, pour la thérapie génique pour le facteur 9, c'est beaucoup plus robuste et on peut s'attendre à ce que pour beaucoup de patients, cette cure sera la cure définitive. D'autres limites, eh bien, vous l'avez déjà entendu, de vastes populations seront exclues du traitement génique de première génération pour les essais et les homologations qui existent. Les enfants et les adolescents, pour de très bonnes raisons, ils n'ont pas été inclus dans les essais cliniques. On ne va pas vous donner les raisons maintenant, mais c'est une large population. Qu'en est-il des patients avec des inhibiteurs de facteur 8 ou plus rarement inhibiteurs de facteur 9?
Je ne veux pas répéter ce qu'on a déjà dit sur les anticorps neutralisants anti-AAV, les patients qui ont des maladies hépatiques. Notre collègue nous a dit que c'était pour ça qu'il avait choisi de ne pas choisir la thérapie génique et les patients qui perdent la loterie pour un accès précoce, figurativement. C'est un peu comme une loterie, effectivement, parce qu'il faut présumer que la disponibilité sera limitée, premièrement, à cause de limites de remboursement et deuxièmement, à cause de l'approvisionnement en vecteurs. Quand on regarde les facteurs 8 ou 9 recombinants, s'il y avait une suffisante capacité de fabrication, on pourrait avoir suffisamment de produits pour le monde entier. Pas si facile à faire pour la thérapie génique. Produire ces vecteurs, technologiquement, c'est extrêmement exigeant. Et même si il y avait un désir, un souhait d'en fabriquer suffisamment pour ceux qui seraient intéressés, ce ne serait pas évident à faire. C'est beaucoup plus difficile que de simplement produire des thérapies protéiniques sous-cutanées ou des technologies recombinantes. Nos défis, alors, en tant que professionnels, il faut communiquer de l'information réaliste à nos patients et à la communauté dans son ensemble. Et cette information doit distinguer entre l'hémophilie A et B. Ce ne sont pas les mêmes attentes. Il faut avoir un consensus par rapport aux besoins, à la méthodologie et aux sites de tests d'anticorps neutralisants. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais il y a différents types d'épreuves pour les anticorps neutralisants. Il y a les totaux, les fonctionnels. Il faut développer des approches pour la gestion des non-répondants, le petit nombre de personnes qui ne répondront pas, qui ne réagiront pas, et ceux qui vont perdre l'expression transgénique. On ne peut pas les retraiter, du moins pas avec cette génération-ci de thérapie génique. Il faut s'entendre sur les recommandations à fournir par rapport à la modification du style de vie, par exemple, attendre avant d'avoir des enfants, utilisation de l'alcool, de médicaments. Ensuite, la surveillance à court, à moyen et à long terme, tests de fonction hépatique. C'est facile, mais la technologie est assez basique. Ensuite, qu'en est-il de l'imagerie, des biopsies hépatiques, des épreuves de facteurs? Quand on a présenté tout ça, rien de ce que je vous montre cet après-midi parle des épreuves qui ont été utilisées pour mesurer les facteurs 8 et 9 et les deux types d'épreuves, en général, qu'on utilise pour la surveillance de nos patients, présentent une différence de 40 entre les deux. Et on ne sait même pas exactement lequel est plus pertinent biologiquement. Après la thérapie génique, il y a des années, il y a eu un éditorial intitulé Est-ce que le vrai facteur 8 pourrait se lever? On pose toujours cette question aujourd'hui. Avec la thérapie génique, la question est encore plus pertinente. Finalement, non, il y a un autre point, la collecte et le partage de données. Nous sommes responsables envers toute la communauté à l'international. Il faut colliger les données parce qu'on veut contribuer à la compréhension et au développement scientifique. Et finalement, on fait tout ça à l'intérieur d'un environnement où il y a de nouvelles thérapies qui arrivent, thérapie sous-cutanée, thérapie à base de protéines. Donc, je pense que c'est ici ma dernière diapo. Notre rôle quant au développement de la prochaine génération, aux prochaines générations, au pluriel 2, 3, 4 des produits de thérapie génique. Il faut participer aux essais cliniques au Canada, mais jusqu'à présent, cela a été limité et il n'y a pas eu de collaboration officielle. Bon, ça a été plus ou moins informel, ça dépend des cliniques, de leur désir de participer. Donc, il faut considérer peut-être une approche nationale collaborative par rapport au recrutement des patients pour ces essais cliniques de la prochaine génération, pour les thérapies géniques qui vont impliquer, par exemple, des enfants, des patients avec des anticorps neutralisants, des essais avec l'intégration de thérapies géniques à vecteurs viraux, adénovirus, rétrovirus, des vecteurs non viraux pour les thérapies géniques également, peut-être aussi des thérapies géniques ex vivo et bien sûr des essais d'édition génique avec ZFN et Cas9, protéases. Ceci dit, en fait, j'allais céder la parole pour la conclusion à Roy. Roy, c'est toi qui as préparé cette diapo, donc je vais te laisser nous la présenter et je vais te laisser faire la conclusion. Bien. Comme nous l'avons dit, la thérapie génique sera une approche vraiment très efficace pour le traitement de l'hémophilie. Il faut bien faire les choses, il faut comprendre
comment la mettre en œuvre parce qu'il s'agit d'une thérapie complexe. Il faut inclure ça dans le système de soins de santé au Canada. Il faut commencer à planifier maintenant. Donc, merci beaucoup à Pfizer Care et la, à, à la subvention de Pfizer, Care Until Cure, et merci à la SCH. Merci à toutes les personnes qui vont participer à la planification de l'établissement de la thérapie génique au Canada.